la clé c'était l'écoute, et puis au fur et à mesure je me suis écouté qui je suis, qui je veux, qu'est-ce que j'aime. Ce que j'aime c'est aussi des contenus qualitatifs, c'est avoir un avis critique, des choses comme ça. Et en fait voilà, il faut suivre tout en écoutant les autres, parce que sinon après ça marche pas, même si on sait pas de quoi l'avenir il est fait. Petit à petit ça va s'improviser, et puis ça va se construire, et les gens qui vont aimer ils vont se rapprocher. Et puis en fait, c'est un peu la prophétie autoréalisatrice, quoi. Puis la clé surtout, c'est d'être heureux, et d'être heureux dans sa tête, en fait, dans un premier temps. 9 jeunes sur 10 ont des projets mais ne savent pas comment s'y prendre. Je suis Cédric Pelletier, entrepreneur et CEO de WeDo, une start-up qui aide les jeunes à se lancer dans leurs projets. Avec Ose tes projets, je vous propose de partir à la rencontre de porteurs de projets engagés, des jeunes qui ont osé se lancer et qui partagent avec nous leurs expériences. Alors inspirez-vous! Aujourd'hui, je rencontre Baptiste, 25 ans, cofondateur et président d'Utopia, une association qui travaille sur la place du plastique dans la société. Baptiste va nous expliquer comment avec l'association il produit notamment l'encyclopédie du plastique avec les acteurs concernés et nous partagera son contexte du lancement dans cette aventure, ses défis et ses motivations. Bonjour Baptiste, comment ça va ? Bonjour, ça va plutôt bien. Ouais, super, je suis ravi de t'accueillir en tout cas dans le podcast. Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, tout à fait. Je m'appelle Baptiste, comme tu as dit. J'ai 25 ans. Actuellement, je vis en Bretagne, dans le port de Roscoff, dans le bateau de l'association. Je viens tout juste d'être diplômé là de l'année dernière d'une école de commerce à Lille. Ça s'appelle l'EDEC, peut-être que certains d'entre vous connaîtra. Je me suis lancé dans une aventure entrepreneuriale à impact parce que c'était plus proche de mes valeurs et qu'au final ça répondait à un besoin de sens et un besoin d'engagement que je ne trouvais pas nécessairement dans mes études. Top. Alors est-ce que tu peux nous présenter Utopia ? Oui, tout à fait. Alors Utopia, qu'est-ce que c'est ? Utopia, c'est un projet qui est multiple, c'est un peu deux projets en un. Tout d'abord, c'est un projet de recherche. On essaye de faire le tri dans la masse d'informations dont on a aujourd'hui sur la question des plastiques, pour arriver à comprendre un peu qu'est-ce qui se passe en fait dans le monde aujourd'hui, parce que face aux transitions, j'ai l'impression que personne n'y comprend. Enfin, un peu l'impression que personne n'y comprend rien. Il y a tellement de données, tellement de choses, Internet, commerce international, toutes ces choses-là. En fait, c'est un fatras d'informations, et les médias aujourd'hui, il n'y a pas un avis, on va dire, objectif, dépassionné sur les dynamiques. Et donc nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment arriver à avoir un regard un peu dépassionné, un regard objectif sur l'héritage qu'on porte déjà sur les transformations à la fois industrielles, de consommation et autres des années passées, et comment cet héritage va façonner notre avenir, et face à quelles limites on va être porté relativement à toutes les industries, et relativement plus particulièrement à la question des matériaux, et plus particulièrement à la question du matériau plastique. Ça, c'est pour l'aspect un peu intellectuel de tout le projet. Et ce projet-là, il se couple à une partie un peu plus concrète et physique, qui est un projet d'expédition, et qui était d'ailleurs le commencement de tout le projet. Donc on souhaitait un peu se confronter aux réalités du monde, et aux réalités de la crise environnementale à travers une expédition à bord d'un bateau. Et en fait, à travers l'évolution du projet, on s'est rapproché de la question d'un vieux gréement, c'est-à-dire un bateau traditionnel en bois. Et donc on prépare une expédition d'1 an à son bord, qui débutera l'année prochaine, pour aller mener des études comparatives, et pour également aller faire des documentaires pédagogiques, aller partager les résultats de nos études dans les écoles et auprès des entrepreneurs, tout en essayant de développer un débat local. Donc pour résumer, c'est un projet de recherche appliqué et un projet d'expédition, de sensibilisation. Comment tu t'es intéressé au plastique, à sa production, à la pollution ? Qu'est-ce qui t'a amené sur ce sujet-là ? Alors c'est vraiment un concours de circonstances. En fait, dans le cadre de mes études, j'étais assez éloigné. Donc j'étais en école de commerce, et j'étais pas forcément proche de ce que j'apprenais. Et en fait, si j'ai fait une école de commerce, déjà au départ, c'était pour essayer de comprendre les dynamiques un peu entre parenthèses, la classe dirigeante. Je sais pas si on peut forcément dire ça, mais voilà, en tout cas de ceux qui font les sociétés. Je m'étais un peu posé la question quand j'étais en école, quand j'étais au lycée. Soit je fais de la politique, soit je fais de l'économie, et au final je me suis dirigé vers l'économie parce que je me suis dit l'argent contrôle le monde. Donc si on comprend l'argent, on va comprendre comment fonctionne le monde.
Et donc, je m'étais fixé de gros objectifs. J'ai découvert la prépa. Et quand j'ai découvert la prépa, j'ai adoré parce que en fait, il y avait beaucoup de connaissances pour la première fois, alors que pendant toute ma scolarité, j'ai pas du tout aimé la façon dont on nous enseignait les choses, c'est-à-dire qui n'attisait pas la curiosité. Bon, en prépa, j'ai découvert vraiment ce que c'était que le savoir, que comprendre les dynamiques et d'avoir mon propre avis, de le construire, de l'argumenter. Et donc, j'ai plutôt bien réussi. D'élève moyen, je suis passé à élève plutôt bon. Et j'ai réussi à avoir une très bonne école. Et en fait, une fois que je suis arrivé dans cette école, ça a été ça a été totalement, pas la désillusion parce que je savais un peu où j'allais, mais en fait il y avait plus de sens. On était des boîtes à outils qui devaient apprendre et pour perpétuer un modèle. Et donc face à cette perte de sens, je suis parti. Au bout d'un moment, ça a été très compliqué. J'ai redoublé un an. Enfin, je passe les détails. Et en fait, je suis parti en road trip, en stop, en Espagne et au Portugal. Et là, je me suis rendu compte que c'était bien parce que j'avais du temps. J'avais pas un temps de RTT, j'avais un temps de réflexion qui était pas déterminé, qui était déterminé juste par les vacances, quoi. Donc 2 mois, donc je suis parti avec pas un sou en poche et tout ça, et j'ai adoré, c'était énorme comme expérience. Je me suis dit, il faut que je refasse ça. Et donc je me suis lancé, je me suis dit, bon ben, il faut que je fasse un projet qui me tient à cœur. J'aime la voile. Comment est-ce que je peux monter un projet voile? Et donc j'étais en école de commerce. J'avais fait du démarchage dans mes associations en école de commerce. Je me suis dit, bon, faut que je trouve un projet. Bon, soit je fais de l'environnement, je m'étais un peu dit ça, soit je fais de l'humanitaire. J'y connaissais rien dans les deux. Mais vu que l'environnement, tout le monde en parlait et tout, je me suis dit, bon, bah vas-y, l'environnement, on va essayer de s'intéresser à ça. Au moins, ça donnera un argument un peu par rapport à des gens avec qui on n'a pas forcément les mêmes positions. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, je me suis renseigné je vais démarcher dans différents salons d'ingénieurs engagés et autres, et j'ai rencontré un chercheur qui m'a dit regarde le plastique, en ce moment tout le monde en parle. Et donc là j'ai regardé le plastique et j'ai vu le plastique, bon, c'est un projet de la mer, bon, on va en récupérer dans la mer, mais en fait j'ai vu que 80% venait de la terre, donc je me dis ça sert à rien de récupérer les trucs de la terre si la majorité vient, de récupérer les trucs dans la mer si la majorité vient de la terre. Donc ça vient d'où? Et là on a regardé, j'ai regardé, j'ai vu le numérique, la santé, le textile, l'automobile, beaucoup de la construction, beaucoup de choses qui, si demain en fait n'a plus le matériau, c'est l'arrêt total de toutes les activités en fait. Donc c'est plus large une simple question d'emballage. Et là je me suis dit c'est quand même étonnant, et donc j'ai voulu creuser un peu et je me suis dit pourquoi on en a besoin dans ces industries? Et là en fait hyper compliqué, soit on tombait sur des trucs hyper complexes, soit des trucs trop vagues. Et puis je me suis posé la question, c'est quoi un plastique? Et là, pareil, trop compliqué ou trop vague. Et là, on s'est dit, il faut arriver à pouvoir comprendre une thématique de société. C'est quand même la base. On a Internet, on a plein d'outils d'information. On n'est pas fichu de comprendre les choses les plus simples. Et on s'est dit, on va poser le projet là-dessus. Et on va comprendre d'abord ce qui se passe chez nous, parce que ça sert à rien d'aller voir à l'étranger si on comprend pas ce qui se passe chez nous. Et ensuite, dans un deuxième temps, quand on ira à l'étranger, on aura tout le background d'une société complexe, hyper complexe comme l'Europe, et on pourra avoir les yeux grands ouverts sur les enjeux locaux et se dire tiens, par rapport à chez nous, quelles sont les questions? Est-ce qu'il y a des choses qui sont moins bien, pas bien? Est-ce qu'il y a des avancées qu'on a faites qui peuvent être mises en place? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont mis en place qu'on peut faire chez nous? Et vraiment pour aller voir le monde au moins de manière éclairée, et voilà. Donc pardon pour cette réponse un peu longue, mais qui nécessite une petite contextualisation. Et mais voilà à peu près comment on est arrivé sur le plastique. Donc concours de circonstances, mais heureux concours de circonstances. Non, mais c'est bien, on sent la passion dans effectivement l'envie de changer les choses. On voit que voilà, c'est pas, il y avait pas une porte ouverte avec de la lumière et t'es rentré dedans. C'était vraiment un sujet que t'as mûri. Mais du coup aujourd'hui, c'est devenu l'association Utopia. Comment ça s'est passé en fait du moment où tu t'es dit voilà, j'ai envie de faire quelque chose sur ce sujet-là à je vais cofonder une association? Je vais en prendre la présidence. Voilà, comment ça a évolué et comment t'en es arrivé là? Déjà, je suis allé voir comment j'en suis arrivé là. Tout d'abord, je suis allé voir des acteurs qui ont porté des projets, donc notamment dans mon école, il y avait d'autres projets, Rocket Bike et autres, donc je suis allé voir un peu. Ensuite, j'avais une expérience en démarchage, donc je suis allé démarcher. Je me suis dit, sans sous, c'est pas possible. De toute façon, j'ai 22 ans, 23 ans, j'ai pas de thunes, j'ai un crédit, je vais pas réussir à faire grand chose. Et donc voilà, déjà j'ai essayé déjà à lancer. En fait, la première étape, c'est se lancer.
le point de départ, ça a été, donc il n'y avait pas d'association, il n'y avait rien, et il y avait Slimane qui était mon collaborateur et qui est mon collaborateur, qui était mon coloc à l'époque, qui disait bah vas-y, si tu fais ça, vas-y, je suis chaud, je t'accompagne. Mon frère également qui voulait se lancer là-dessus, et le point de départ, ça a été vraiment pour les 25 ans de ma prépa, où ils ont proposé à des personnes de pitcher un projet, et là il fallait trouver un nom, il fallait faire une présentation. Et donc jusqu'à présent, en fait, c'est vraiment en faisant. Enfin après ça c'est ma philosophie, c'est nous un peu, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est en faisant que les choses se font au fur et à mesure. Plus on va se confronter, en fait, plus ça va se construire. Et le projet, là actuellement, il est hyper professionnalisé et tout ça. Enfin, on a des press, des conférences et tout. Mais au départ, ça ressemblait à rien. C'était un pauvre PowerPoint avec des fausses promesses. Mais bon, au moins ça a le mérite d'être confronté. Et puis après, face à la confrontation, ça a petit à petit évolué. Et puis les gens, ça a fait écho. On a été vachement surpris parce que déjà, on a eu un prix, donc un peu dans la temporalité, ça s'est créé en septembre 2019. En novembre, on a eu le prix Jeune Engagé de la Fondation La France s'engage, qui était de 7 000 €, donc ça nous a permis d'investir sur un site internet, ça a permis d'acheter un peu de matériel, de faire une vidéo. Derrière, après, on a pu trouver un bateau, et puis on a pas mal fait jouer un peu sur de la communication sur des médias locaux, et en fait, le message, c'était assez surprenant pour nous, a eu une résonance. Donc des gens totalement random sont venus nous voir et nous disaient on aime ce que vous faites, alors que nous on pensait que tout le monde allait être intéressé par le bateau. Il y a 95% des gens qui sont venus nous voir, c'était pour le fond du projet, quoi. Donc on était surpris, on était assez surpris au départ de ça, et puis on remarque qu'en fait notre approche, c'est plus notre approche que les gens apprécient que la forme du projet, quoi. Et donc finalement, vous vous êtes lancé en vous disant on verra ce que ça donne. On ne sait pas ce que ça donne, mais on va se lancer. Et vous avez rencontré un public. Et c'était quoi les premières réalisations du coup que vous avez pu faire La première réalisation, en termes de réalisation pure, en fait c'est assez compliqué parce que c'est un projet intellectuel, comme on l'a dit dans Cyclopédie, et en fait le plastique, contrairement au carbone, en fait c'est un sujet relativement neuf. Donc il a fallu, dans un premier temps, déjà il nous fallait une légitimité, donc on est allé chercher des acteurs institutionnels pour avoir une légitimité sur le secteur, donc trouver des partenaires institutionnels, universitaires. Ensuite, il fallait trouver un bateau parce que c'était un projet d'expédition, donc il a fallu qu'on trouve un bateau, puis il a fallu le financer. Donc ça a été pas mal de choses, mais pour avoir ces choses-là aussi, il fallait être pertinent vis-à-vis de potentiels partenaires, donc essayer de récupérer une communauté. Donc on a beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux, et en fait la première année c'était pas mal vendre sans faire, parce qu'en fait on peut pas être au four et au moulin. C'est souvent très compliqué quand on commence quelque chose à la fois de faire et de vendre en même temps, et donc ça a pas trop mal marché. Voilà, on a fait une campagne de crowdfunding en plus en plein Covid, donc c'était un peu compliqué. On a levé 22 000 €. On a pu avoir le bateau on l'a ramené. On l'a ramené à Roscoff, et ensuite après on a vachement travaillé sur le principe de recherche citoyenne, et donc, mais c'était compliqué parce que les bénévoles dans le pôle recherche, ils avaient un sentiment d'illégitimité, de pas être, en fait ce qu'on veut c'est traiter par des non-experts une question d'experts, donc de plastique, voilà. Et pour ça, il faut développer une méthodologie. On veut aussi la traiter de manière globale, donc il fallait aussi développer une méthodologie pour ça. Et en fait, on a passé quasiment 2 ans à faire la méthodologie, en faisant des essais, et puis quand ça marche pas, on essaye d'améliorer. Et puis voilà, donc on a fait des formations en interne, des cycles de formation. Mais le Covid a pas trop aidé parce que derrière, on n'arrivait pas à mobiliser en physique les bénévoles, ce qui était très compliqué pour arriver à amener à l'action, parce que s'il n'y a pas de suivi physique, c'est compliqué. Et puis là récemment, depuis 2 mois, on produit petit à petit une première partie de l'encyclopédie sur les 7 secteurs d'activité. Donc on fait des événements toutes les 2 semaines à Strasbourg, des laboratoires citoyens. Et donc là, comme on a notre fond, on a notre contenu qui aura pris 3 ans à faire, on va pouvoir s'atteler en fait à le diffuser enfin, parce qu'avant on voulait pas forcément on voulait pas forcément prôner un message dont on sait pas vraiment qu'est-ce qu'il porte en son sein, quoi. Donc actuellement, on va avoir nos propres données, on va avoir et bon, on traite
vraiment tous les secteurs d'activité, hein. Donc là, pour le coup, on a une expérience transversale, autant en chimie, en industrie mécanique, en ingénierie des matériaux. Enfin, on a une expérience hyper transversale. Donc au moins, si un expert nous prend, on peut avoir une réponse sur ça. Donc comme nous, on a une position, comment dire, modérée. Enfin, on n'est pas des extrêmes dans ce qu'on dit. On comprend qu'il y a des difficultés, que parfois il faut payer des salariés, enfin qu'on est dans des logiques un peu traditionnelles, on va dire, mais bon, c'est compliqué, tout le monde a besoin d'un salaire, tout, enfin, on peut pas faire la transition d'un coup. Oui, oui, non, c'est plus dans une logique de transition. C'est-à-dire, effectivement, on arrête tout et on trouve et on fait complètement autrement. Ouais, c'est ça. Voilà, et comprendre qu'il y a chez par exemple la ménagère qui rentre de son double travail ou autre, elle rentre le soir et puis si son enfant il demande du Nutella, bah je peux comprendre que la ménagère n'a pas envie de se battre contre ses enfants. On juge ou on juge pas, mais moi je me dis on se dit nous en général que sur des mouvements sociaux comme ça, c'est normal vu l'état de la société. Donc comment on fait face à ces difficultés-là? Donc, ne les jugeons pas direct, au moins comprenons comment ça se passe. Pour accompagner, et puis t'en parlais tout à l'heure aussi, c'était un des intérêts que tu cherchais à faire ton école de commerce, enfin l'école de commerce que tu as fait, de comprendre aussi un peu comment ça fonctionnait pour pouvoir s'insérer sans chercher à tout casser tout de suite, pour être un peu plus réaliste, quoi. En fait, c'est une transition par tous et pour tous. C'est pour ça qu'aussi c'est de la recherche citoyenne, c'est que si les citoyens le mettent en place, les résultats qui vont en ressortir, ça sera pour les citoyens, ce sera pas pour des industries, ce sera pas pour des chercheurs, ce sera pas pour un gouvernement. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous? Est-ce qu'on est prêt à plus réparer? Est-ce qu'on est prêt? Ça, je peux pas le dire en tant que moi j'ai ma propre expérience, je suis prêt à faire des sacrifices que plein de gens peuvent pas faire et inversement. Et donc en fait pour ça, il faut confronter les recherches, il faut les faire avec les citoyens. Enfin ça c'est la philosophie qu'on porte. C'est très compliqué parce que c'est quelque chose de totalement nouveau, mais c'est ce message-là qu'on souhaite porter en tout cas. Alors, et je voulais revenir sur quelques éléments que tu citais tout à l'heure. Tu disais que vous aviez commencé à aller chercher des partenaires industriels. Comment vous y êtes pris? Les salons déjà dans un premier temps. Il y a un salon Convergence qui était pas mal à Paris. 3-0, zéro pauvreté, zéro pollution, zéro je sais pas quoi, qui était très très bien. C'est un salon pas du tout connu. Je l'avais trouvé par un blog d'un mec qui faisait de la RSE, des articles RSE, en responsabilité sociétale des entreprises. Et puis voilà, je bougeais, j'avais TGV Max, enfin j'ai encore TGV Max, donc j'étais relativement mobile. J'ai l'habitude du démarchage parce que dans mon ancienne association, quand j'étais un étudiant, je faisais du démarchage, donc aller voir des personnes en fin de conférence et des choses comme ça, ou dans des stands, c'est des choses que j'ai déjà fait. Et voilà, donc en fait sortir un peu de sa zone de confort et y aller quoi. Enfin de toute façon, le ridicule ne tue pas, les personnes ils vont pas se souvenir de vous, si ça se passe bien tant mieux, si ça se passe bien tant pis, mais c'est pas, enfin voilà, en étant en mouvement quoi. Et puis, oui, c'est ça, quand tu es de passage dans un salon, aller rencontrer les orateurs, les gens comme ça, voilà, se bouger et pas être simplement spectateur. Puis cibler aussi, il a fallu faire un business model, enfin cibler un peu qui sont les types d'entreprises, c'est quoi c'est quoi les marchés, enfin bon, ça c'est encore c'est mon expérience en commerce, mais voilà, c'est quoi les marchés types, c'est qui sont les acteurs les plus intéressés, etc. Mais bon, entre la théorie du business plan qu'on avait fait il y a 3 ans et la pratique, en fait, il y a un monde. Ça aide pour le mouvement et ça aide pour la confiance en soi, mais en fait, c'est très compliqué de chercher des financements. Enfin, les budgets de l'État ou de la mairie ou des choses comme ça. Enfin, c'est tout un monde. Moi, je viens pas de ce milieu-là. En plus, il y en a, leurs parents, ils travaillent dans les institutions et autres. C'était tout à fait nouveau. Et donc, il a fallu s'acclimater aussi. C'est pas une partie de plaisir, hein. Il faut se taper des dossiers, il faut faire les rapports d'activité, les machins. Et ça, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, ouais. Je reviendrai tout à l'heure sur les financements. Je voulais revenir avant sur tu parlais des bénévoles tout à l'heure. Tu disais c'est compliqué de garder les bénévoles, en particulier pendant le Covid. C'est souvent, puis pas que, hein, mais c'est souvent quelque chose qui est partagé par les associations. Comment est-ce que chez Utopia, vous recrutez vos bénévoles? Comment est-ce que vous arrivez à les motiver? Alors c'était tout un sujet, on est passé par plusieurs phases. Déjà, on n'a jamais fait de phase de recrutement. C'est toujours des gens qui sont venus vers nous et on leur a pas dit non. Donc il a fallu qu'on s'adapte en fait par rapport à ça. Donc on avait des outils en ligne, on a développé vachement d'outils en ligne qui du coup ont pu perdurer. Donc ça a bien marché pendant une période. Quand tu dis outils en ligne, c'est-à-dire des outils en ligne du style un Drive, c'est-à-dire un Google Drive bien organisé, donc bien gérer les dossiers. Quand c'est à distance, faut se dire que les gens, c'est comme sur les taux de rétention sur un site internet, les gens ils ont pas envie de faire des clics.
Ils ont, enfin, faut que l'information elle soit là, disponible rapidement. Et ça a été beaucoup de travail, de réflexion sur organiser des outils. Donc que ce soit le Drive. Là actuellement, on utilise un outil qui est pas mal qui s'appelle Airtable pour tout ce qui est base CRM, on va dire, donc gestion des contacts, mais ça peut aller aussi sur. Enfin, c'est assez large et c'est gratuit. Donc pour ceux qui sont intéressés à aller voir Airtable, c'est très bien. Et puis on avait essayé Discord également, mais Discord il y avait des difficultés parce que tout le monde n'était pas dedans, donc on est resté sur Messenger. Donc on a essayé de garder ça, mais c'était un peu complexe. Puis voilà, le Covid, le fait que moi en deuxième année j'avais mon master qui reprenait, même si je travaille pas à fond sur mon master. J'avais quand même de temps en temps mes partiels, et puis en même temps, comme je le disais plus tôt, c'est compliqué de faire le fond et la forme. Et donc je me suis beaucoup investi sur l'animation, donc les appeler régulièrement, etc., l'animation des bénévoles. Mais comme l'association elle est à Roscoff et qu'on avait des bénévoles à Lyon, à Paris, à Lille, en fait, les trois quarts, je les ai jamais vus en physique. Et donc c'était compliqué, comme en plus c'est une association un peu de réflexion sur un sujet qu'on connaissait pas, c'était compliqué encore. Et là on va dire qu'on sort petit à petit de cette logique-là, parce que déjà on a le bateau qui va bientôt être, enfin, on fait la restauration dans quelques mois, donc ça sera plus pratique pour organiser les événements d'été. Et donc pour mobiliser des bénévoles sur des éléments clés, et pas en fait, parce que généralement l'engagement bénévole il tend de plus à être sur des actions concrètes. Plutôt que sur du long terme. Et l'autre chose, c'est également tout ce qui est labo citoyen. Le contenu, maintenant qu'on a notre contenu, en fait, on n'est plus obligé. Déjà, on a un exemple à montrer pour aller plus loin, parce que c'était compliqué avant de mobiliser les bénévoles là-dessus. Et puis, on peut aussi leur donner un package en mode, si vous voulez organiser des événements dans votre ville, voilà comment vous faites. Alors qu'avant, on pouvait pas. En fait, on n'était pas prêt, on n'avait pas le temps. Et là, actuellement, on commence à avoir le temps, donc on va se lancer, je pense, dans une période de recrutement dans pas trop longtemps. Mais ouais, ça a été très compliqué, et surtout qu'on avait des demandes. En fait, c'était pas qu'on était dans une logique de recrutement, mais en fait, on avait des demandes et il fallait un peu trouver qu'est-ce que vous voulez faire. Et donc c'est pas toujours évident, et donc parfois il faut peut-être dire, et ça serait peut-être mon retour d'expérience, peut-être non, quoi. Parce que ça va nécessiter un investissement lourd qui n'est pas nécessairement enfin entre parenthèses rentable, dans le sens où ça va te prendre du temps, que la personne en face ça va lui prendre du temps, et qu'au final il va peut-être rien en ressortir. Et bon, c'est peut-être prendre plus de temps, le temps qui aurait été alloué pour développer le projet et être prêt ensuite à accepter d'autres personnes. Après, bon voilà, moi j'ai fait l'erreur. Enfin, je sais même pas si c'est une erreur, parce que j'ai rencontré des gens super. J'ai fait ces choix-là. On verra voilà, comment ça évolue, et chacun fait ses choix, mais bon, c'est un petit retour d'expérience, quoi. De toute façon, comme tu disais, on apprend aussi en faisant les erreurs ou des choses moins optimisées, etc. Donc faut passer par là. Mais oui, je pense que c'est un conseil intéressant à entendre, de se dire que des fois ça peut sembler intéressant à court terme, de se dire il y a plein de personnes qui travaillent sur un projet, mais il faut être conscient que ça prend du temps à soi-même, en fait, du coup. On a moins de temps pour livrer. Et alors un sujet, parce que ça fait plusieurs fois que tu parlais de communauté, du fait que les bénévoles viennent vous voir. Donc ça veut dire que vous avez quand même assez bien réussi à vous faire connaître. Comment vous faites connaître? Comment vous êtes fait connaître, et comment vous continuez encore aujourd'hui? Alors, donc, comment on s'est fait connaître? C'était pas mal des réseaux d'amis, en fait, des amis qui en parlaient en soirée, etc. Puis c'est encore pas mal un des premiers vecteurs. On a eu des gens qui ont fait par rapport aux journaux locaux, qui sont liés à des articles. Je dirais que c'est principalement, et puis après vis-à-vis des communautés, c'est-à-dire que nous on est aussi engagés sur des communautés annexes type Precious Plastic, on en parlera peut-être un peu plus tard, et donc il y a des acteurs qui nous contactent par rapport à ça. Après là, depuis 2 ans, niveau communication, en fait, comme je disais plus tôt, c'est compliqué d'être au four et moulin, et en fait, comme on a beaucoup travaillé le fond, la com, vous allez sur les réseaux sociaux, on n'a rien publié depuis je sais pas combien de temps, mais bon, ça va reprendre dans pas trop longtemps, mais ouais, pour le moment, c'est plutôt du bouche à oreille au final. Et puis parfois, il y a des trucs très surprenants. Quelqu'un qui a regardé un article du Télégramme, qui est un journal local du Finistère, et qui était en Alsace. Enfin, donc il y a des trucs aussi parfois qui sortent de nulle part, quoi. Donc, voilà. Ouais, donc essayer de faire beaucoup marcher le réseau. En parler, faire marcher le réseau. Encore une fois, beaucoup marché, je sais pas, parce que nous on n'était pas dans une intention de recrutement, en fait. On a été surpris par le premier, donc en fait si on s'était dit on fait une logique de stratégie de recrutement, on l'aurait fait totalement différemment. Là en fait on a juste eu des gens qui nous ont
On a juste des gens qui nous ont dit, bah, est-ce que je peux vous aider? Et bah, nous, on disait, mais pourquoi? Comment vous savez, comment vous nous connaissez? Enfin, et bon, bah, venez si vous voulez, hein, faites vos plaisirs. mais, euh, mais voilà, c'était pas vraiment dans une logique de recrutement. Je pense qu'on l'aurait fait différemment dans ce cas-là. Et la logique de recrutement doit être pensée dans la logique d'action. Et là, actuellement, et comme on n'avait pas de logique d'action, en fait, qui allait par rapport à une stratégie de recrutement, bah, c'est là où ça a moins pêché, en fait, par rapport à ça. Ok. Tout à l'heure, tu nous parlais de financement. Le financement qui est un peu qui est un sujet du nerf de la guerre pour les associations. Aujourd'hui, comment vous vous financez? Et puis j'avais une autre question qui te concerne toi. Est-ce que toi, aujourd'hui, l'association, tu en vis ou voilà, comment est-ce que tu gères du coup, puisque tu disais que tu as fini tes études l'année dernière, donc bah, c'est un peu un saut, j'ai envie de dire, dans l'inconnu, ou du moins vers vers la suite de la vie. Voilà, comment ça se passe? Bah alors, bon, peut-être commencer par la deuxième et puis je ferai la première. Alors déjà, pour répondre à comment je vis, bah, je suis au RSA, qui accompagne beaucoup d'entrepreneurs de France, donc le revenu de solidarité active. J'ai la chance de bénéficier ça depuis que j'ai 25 ans, c'est-à-dire depuis le 29 octobre dernier. Donc auparavant, c'est mes parents qui m'aidaient, ils me donnaient juste ce qu'il faut pour que j'arrive à vivre à peu près. Et donc pour répondre aussi sur la partie par rapport à la fin de mes études, en fait moi c'est pas un grand changement, c'est-à-dire que le projet je travaille à temps plein dessus depuis avril 2019. J'ai fait mon année de césure dans le cadre de en fait dans le cadre de mon école de commerce, j'avais une année de césure, c'est-à-dire deux stages de 6 mois à faire sur une année un peu type année blanche, et j'étais mon propre maître de stage. Donc j'ai développé l'association en fait à temps plein pendant 1 an. Ensuite, il y avait l'année dernière, et grâce au Covid, j'ai pas eu enfin, je me suis pas trop bataillé, un peu bataillé quand même, mais je me suis pas trop bataillé pour éviter d'aller en cours. C'est-à-dire que grâce au Covid, j'ai pu faire ça à distance, sachant que mon école est à Lille et que moi je suis à Roscoff, c'est-à-dire dans le fin fond de la Bretagne. Ça aurait été compliqué de faire les allers-retours. Et donc, en fait, grâce au Covid, j'ai pu avoir mes cours en distanciel, mais du coup mettre en mute mes cours et travailler sur le projet quasiment tout le temps en révisant 1 mois avant les partiels et en faisant mon mémoire 1 mois avant. Et en fait, j'ai réussi à travailler à temps plein pendant ce temps-là. Et là, bah là, je suis diplômé depuis, je sais pas moi, bah depuis avril dernier, mai dernier. Et bah ça change pas trop en fait. Moi mes journées c'est je me lève, je travaille, je me lève à 7-8 heures le matin, je travaille jusqu'à 18-20 heures et puis voilà, hein, c'est le taf, hein, c'est le taf d'un entrepreneur de se lever, de travailler. Voilà, c'est compliqué de travailler tout seul, faut arriver à avoir ça. Donc voilà, donc juste pour la partie études sur laquelle je rebondissais parce que voilà, il n'y a pas de saut dans l'inconnu, ça s'est fait progressivement. Le Covid a aidé à faire une progressivité, effectivement. Ah, la meilleure, le meilleur boost et la meilleure carte. Là, ils m'ont sorti une carte Joker et parce que j'étais en train de m'engueuler parce qu'on remontait le bateau. On était en train de remonter le bateau en septembre 2020 de Marseille jusqu'à Roscoff. Et moi, je disais à mon école, je peux pas faire ma rentrée. Je suis en mer là. Je vais naviguer. Et il me disait mais non mais c'est pas possible, venez en cours. Je fais non bah non c'est mort. Puis j'ai éteint mon téléphone, j'ai fait bon bah c'est bon, je les revois dans 20 jours de toute façon, 1 mois. Et après je suis rentré et j'étais là en mode non mais je peux pas venir en cours, moi j'ai mon activité économique qui est là, enfin je viendrai pas. Et il me dit mais non c'est pas possible et j'ai négocié jusqu'au dernier moment jusqu'à ce qu'on annonce le confinement et là j'étais Dieu merci parce que sinon j'allais devoir monter pour négocier. Donc grâce au confinement j'ai pu éviter des engueulades à répétition avec mon établissement quoi. C'était une belle opportunité au final, ça s'est bien tombé. Et pour les financements de l'association, parce qu'il y a quand même eu, donc tu parlais tout à l'heure, vous avez fait un crowdfunding déjà pour commencer, qui a plutôt bien réussi. Et ensuite, voilà, aujourd'hui, comment vous faites? Alors oui, donc effectivement sur l'aspect financement, on a été pas mal aidé du coup par le financement participatif auquel les amis, la famille et les personnes de notre communauté a bien accompagné. Ensuite, on a été accompagné par certaines fondations. Fondation La France Engage, la Fondation Crédit Agricole, là, dernièrement, qui nous a accompagnés. Enfin, là, on a quelques partenaires, mais au final, voilà, bon, on commence doucement avec les partenaires. On en a 2, Cordon Electronics qui font du recyclage de box internet et Order to Cash qui font du recouvrement de crédit. Et voilà, bon, c'est un peu nulle part, mais ils sont super sympas. Et en fait, très rapidement se poser la question du revenu d'activité, déjà pour arriver à se dégager un salaire, parce que bon, ben, c'est cool de travailler gratuitement, mais au bout d'un moment, il faut quand même se rémunérer.
Et donc nous, en fait, on s'organise plutôt sur de la formation et de l'accompagnement aux entreprises. En fait, c'est comment valoriser notre travail. On fait un travail, c'est toujours la même question, c'est comment valoriser ce qu'on fait. Nous, ce qu'on fait, c'est une production intellectuelle. La spécificité, c'est que du coup, ça demande pas mal de temps de préparation. Contrairement à des actions, on va dire coup de poing, ou un produit industriel ou semi-industriel, que ce soit du recyclage, etc. Ces choses-là peuvent, si on a les machines, si on a tous ces éléments-là, on peut arriver rapidement à avoir un produit qui va se vendre auprès d'une mairie, auprès d'acteurs d'écoles et autres. Nous, on a mis tous nos efforts en fait sur le contenu intellectuel qu'on commence tout juste à avoir parce que c'est un domaine hyper récent et qu'en fait il a fallu beaucoup de travail préalable. Mais maintenant qu'on est là, en fait, on fait des conférences. Et donc on veut en faire en fait le cœur en fait de ce qu'on peut appeler un business, parce que c'est un peu ça les associations, il faut arriver à se financer. C'est d'arriver à faire des conférences de manière régulière pour arriver à se rémunérer. L'avantage, c'est que c'est relativement peu de temps. Bon, ça va demander beaucoup de temps de préparation, et derrière ça va nous permettre de le rembourser en fait, parce que une journée de conférence, ça sera 800 €, donc ça permet d'avoir, ou un peu plus, ça permet d'avoir des revenus qui viennent. Et derrière, ça nous permettra au moins d'assurer des revenus réguliers, et viendront se rajouter derrière des subventions. Donc des subventions publiques, des subventions privées par des fondations, et toujours des partenariats avec les entreprises. Après, derrière, là, on réfléchit surtout sur la forme en fait de notre structure. C'est-à-dire que quand on est dirigeant associatif, on ne peut pas se rémunérer, les membres du bureau ne peuvent pas se rémunérer, donc il faut qu'on trouve quand même... Vraiment, ce serait bien qu'on se rémunère. Et donc voilà, il faut qu'on trouve une forme de manière à ce que ça rentre pas en concurrence avec l'objet social de l'association. Donc, ce sera sûrement l'accompagnement. Mais et puis surtout la structure entrepreneuriale. Nous, on a la vision d'avoir une structure entrepreneuriale qui donne ses bénéfices, donc une part de ses bénéfices au développement d'actions associatives. Et donc, ce qui permettrait en fait d'être moins dépendant des financements, et en plus d'avoir plus de marge de manœuvre sur notre message, parce que la question clé, c'est que nous, on a un message à passer, on a un rôle pédagogique à moyen terme, à court et moyen terme, et en fait, on veut pas qu'il soit parasité par des besoins financiers immédiats de la part d'acteurs tiers. Donc actuellement, on a de la chance, on a tout un écosystème de personnes qui nous soutiennent, et en fait qui n'ont pas envie d'avoir de vues ni de prise sur notre contenu, mais à moyen long terme, ça peut être quelque chose qui va arriver, et c'est pour ça qu'il nous fallait aussi une indépendance financière. Et donc d'où un revenu d'activité, et donc c'est une de nos préoccupations importantes. Donc pour résumer, voilà, l'idée, ce serait d'être un tiers revenu d'activité, un tiers subvention et un tiers partenariat, quoi. Ok, pour pouvoir effectivement vous financer et puis garder une liberté dans l'activité, pouvoir avancer. Bon, super, on arrive déjà vers la fin de l'échange. On a ceci dit abordé pas mal de sujets. Alors, je vais finir avec 5 questions rapides que je vais te poser, 5 questions courtes. Alors, la première question: qu'est-ce que tu as préféré dans cette aventure? Les rencontres, c'est un projet à la croisée des chemins entre l'industrie, l'associatif, la recherche, l'aventure. En fait, on est un projet hyper polymorphe, quoi, avec plein de formes. Ce qui fait qu'en fait, on rencontre des gens totalement exceptionnels, mais dans plein de milieux différents. Du coup, on peut un jour se retrouver avec un artiste plasticien de Lyon, le lendemain avec avec un député engagé d'Angers, ensuite être avec une ponte industrielle de Strasbourg, et en fait et puis avec un maître charpentier de Roscoff. Et donc en fait ça c'est génial. Et puis du coup on fait des soirées avec des charpentiers pour des événements maritimes. De l'autre côté on fait des conférences. Enfin voilà, c'est vraiment cette espèce d'émulsion hyper intéressante, et ces rencontres passionnées de gens qui entreprennent, qui mettent soit en place des savoir-faire, en tout cas qui ont quelque chose qui les porte. Et ça c'est génial. Et puis que ce soit ça ou les bénévoles qu'on a pu rencontrer aussi, qui eux aussi avec qui on a noué des relations fortes. Donc ouais, c'est vraiment les rencontres au cœur de tout ça. Ouais. Top. Quelle a été ta plus grosse galère? La plus grosse galère, ça a été la campagne de financement participatif, où en plein Covid, il fallait qu'on arrive à lever 22 000 €, et même avec ça, on n'avait pas de quoi payer le bateau, donc il fallait en même temps faire un crédit, mais il fallait arriver à convaincre la banque et machin, et donc on dormait pas, et puis il y a eu plein de problèmes en même temps, et puis une fois que c'était fini, il nous fallait pas seulement avoir suffisamment pour acheter le bateau, mais il nous fallait aussi assez pour remonter le bateau.
donc trouver un skipper, etc. Et c'est pas tout, parce que c'est pas le tout d'avoir les budgets, mais le bateau c'est très variable, donc il fallait qu'on remonte le bateau, mais sans que déjà qu'il y ait de vis cachées sur le bateau, et surtout qu'on ne se tape pas une tempête ou qu'il n'y ait pas des problèmes, parce que maintenant que je connais beaucoup mieux le monde de la navigation hauturière, on sait quand on part, on sait pas quand on arrive. Heureusement, on a été hyper chanceux. On a fait la nave je crois, en 22 jours, ce qui est une vraie performance, en plus avec un vieux gréement. En fait, on a été béni de chance, enfin, de la chance, ça se provoque, mais au final, ça s'est bien passé, alors que ça aurait pu se passer, mais terriblement mal. Mais par contre, le facteur, c'est que derrière le fusible, c'est l'homme, c'est l'humain, et en fait, ça pose un stress tellement inimaginable. C'était horrible, quoi. Enfin, il y avait des moments qui étaient géniaux, mais c'était quand même horrible, et puis là, il n'y a pas le choix, quoi. C'est la responsabilité de ce qu'on porte, et là, ça passe ou ça casse. C'est passé, donc c'était une bonne chose. Quelle a été la meilleure décision que tu aies prise? Faire le premier pas. Bah non, mais prendre une décision. Enfin, encore une fois, c'est toujours une question de choix. Je suis quelqu'un qui prend souvent beaucoup de choix et des choix sur les longues périodes. Je sais que c'est pas forcément le cas de beaucoup de personnes, mais en fait, c'est en m'écoutant pour la première fois. Quand j'ai vu que ça allait pas, au bout d'un moment, la clé c'était l'écoute. Et puis bah au fur et à mesure, bah je me suis écouté qui je suis, qui je veux, qu'est-ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est aussi des contenus qualitatifs, c'est avoir un avis critique, des choses comme ça. Et en fait, bah voilà, il faut suivre tout en écoutant les autres, parce que sinon après ça marche pas. Mais et en fait, même si on sait pas de quoi l'avenir il est fait, petit à petit ça va s'improviser, et puis ça va se construire, et les gens qui vont aimer, ils vont se rapprocher. Et puis en fait, c'est un peu la prophétie autoréalisatrice, quoi. Mais et puis la clé surtout, c'est d'être heureux, et d'être heureux dans sa tête, en fait, dans un premier temps. Et en fait, le reste, ça va découler. Et ça, en fait, on peut pas réaliser de bonnes choses si on est malheureux dans sa vie. Enfin, moi, c'est la vie que je porte, quoi. Donc ouais, donc faire le premier pas, et ce premier pas, il se fait en s'écoutant, quoi. Ok. À l'inverse, qu'est-ce que tu ne referais pas? Rien. Enfin, moi, je suis pas quelqu'un qui revient dans le passé et qui, j'ai fait, comme je disais, j'ai fait mes choix. Donc à ce moment-là, c'était des choix éclairés. J'ai eu des difficultés, mais ces difficultés, au final, elles ont construit la personne que je suis aujourd'hui. Et donc, bah, j'ai pas vraiment de regrets sur les choses que je mets en place, enfin, mais sur qui je suis en général, de toute façon. Ok. Et alors, on arrive à la dernière question. Si tu avais l'occasion de te croiser il y a à peu près il y a 7-8 ans, on va dire, quel conseil tu te donnerais si tu pouvais te donner un conseil? Bah, je lui aurais rien dit parce qu'il partait dans la bonne direction. Quand il sortait de prépa, je lui aurais dit bon, fais attention. Et puis voilà. Mais comme je disais, voilà, c'est plutôt me regarder moi, tu vois. Genre, c'est pas vraiment parler avec qui j'étais avant, mais plutôt revoir comment j'étais pour me rappeler un peu comment je suis loin maintenant, quoi. Bon, donc en fait, ça revient de toute façon à ce que tu dis là, à ce que tu t'étais dit, d'oser se lancer et Ouais, toujours. et de continuer. En tout cas, quand tu regardes en arrière, tu vois que tu t'es lancé in fine, donc tu étais fidèle à tes principes. Pour le moment, ça passe. Pour le moment, ça passe, voilà, c'est ça. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup, Baptiste. On a parlé de plein de choses. On a parlé de plastique, bien évidemment. On a parlé de gestion de bénévoles. On a parlé de modèle économique pour se financer. On a parlé d'opportunités qu'a pu être pour toi le confinement, au final. Voilà, on a parlé de l'importance d'oser se lancer, justement, de faire des rencontres, etc. Puis de plein d'autres choses. C'était super intéressant. J'ai été ravi de t'accueillir. Bah, merci pour l'invitation, en tout cas. On mettra avec le podcast tous les liens pour pouvoir suivre Utopia, et puis pourquoi pas rentrer en relation. Merci beaucoup, Baptiste, en tout cas, pour cet échange. Bah, merci à toi, Cédric. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Ose tes projets. N'hésitez pas à le partager autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire qui nous fera ressortir dans les classements. Si vous aussi vous avez une idée, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, vous pouvez vous lancer sur widoo.com, notre équipe est là pour vous aider. Le lien est disponible dans la description du podcast. À très vite!